L'IVG rend stérile? Bien sûr que non. Si on remarque un retard de règles, un gonflement de sein ou des nausées, c'est peut-être en effet que l'on est enceinte. Si on souhaite réaliser une intervention volontaire de grossesse, le premier truc à faire, c'est prendre rendez-vous avec un ou une médecin, un ou une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale. Le ou la médecin doit t'expliquer les méthodes possibles, où le faire et comment ça va se passer. Il ou elle doit aussi te proposer un entretien psychosocial si tu le souhaites pour t'accompagner dans ta décision. Et si tu es mineur, cet entretien est obligatoire. Un deuxième rendez-vous est ensuite programmé après un temps de réflexion pour confirmer ou non la volonté de réaliser l'IVG. Il existe deux méthodes, l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale. L'IVG médicamenteuse peut se faire si on est à moins de 7 semaines de grossesse par la prise de 2 cachets. Le premier est pris avec le lab professionnel de santé, puis le second chez soi entre 36 et 48 heures après. Ces médicaments vont permettre d'interrompre la grossesse, puis d'expulser l'œuf fécondé. Par contre, cela peut provoquer des douleurs au ventre et des saignements plus ou moins intenses selon la personne. L'IVG chirurgicale peut se pratiquer jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. Elle peut se faire à l'hôpital ou en clinique, sous anesthésie générale ou locale. On parle de méthode par aspiration parce qu'on va aspirer l'œuf fécondé après avoir dilaté le col de l'utérus. L'hospitalisation dure quelques heures, mais l'intervention en tant que telle dure quelques minutes. Dans les deux cas, une visite de contrôle est réalisée 2 ou 3 semaines après pour vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas de complications et si l'IVG a bien fonctionné. Il arrive que ça ne fonctionne pas, c'est rare, mais possible. Dans ce cas, le ou la professionnelle de santé pourra te proposer de reprendre un médicament ou de passer par la voie chirurgicale. Dans le cas d'IVG réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène, avec le suivi et l'intervention d'un personnel formé, dans un établissement équipé, il n'y a aucun risque d'impact sur la fertilité ou de stérilité. La Haute Autorité de Santé montre que dans les pays où l'avortement est légal, il n'y a pas d'augmentation de la stérilité, et ce, que l'interruption soit médicamenteuse ou chirurgicale. Même lorsqu'une intervention chirurgicale est nécessaire, finalement la seule chose stérile, c'est le matériel médical. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'est pas possible d'évaluer l'impact psychologique provoqué par une IVG parce que chaque personne amenée à avorter vivra les choses différemment. Tout le monde ne développe pas de traumatisme suite à cet événement. L'IVG, c'est avant tout une solution à un problème et ça peut être vécu comme un soulagement. Bien sûr, c'est un événement qui peut aussi faire souffrir. Et dans ce cas, en plus du suivi psy et social qui est proposé par l'hôpital, tu peux aussi te tourner vers des assos comme le planning familial ou son numéro vert pour trouver de l'écoute et du soutien. Non, ce n'est pas nécessaire. En France, toute personne majeure ou mineure peut interrompre sa grossesse et personne ne peut l'en empêcher. Quand on est mineur, il faut être accompagné d'une personne majeure, mais ce n'est pas obligatoirement un parent. Ça peut être un ou une amie, un membre de la famille ou encore un professionnel de santé en qui on a confiance. Tu as le droit de ne pas en parler à tes parents ou de le faire si tu en ressens le besoin ou l'envie. C'est à toi de décider. On entend souvent qu'avoir recours à plusieurs IVG au cours de sa vie serait le résultat de négligence, quand celles et ceux qui le font de manière exceptionnelle sont moins stigmatisés. Cette idée reçue montre bien que malgré la légalité de l'IVG dans notre pays, ce n'est pas toujours évident du point de vue social. On rappelle que les personnes qui avortent, une ou plusieurs fois, n'ont ni à se justifier, ni à subir de jugement. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer une nécessité de recours à l'IVG plusieurs fois dans sa vie. Une contraception qui ne fonctionne pas, un oubli de pilule, un préservatif qui craque, une hyperfertilité, ou encore dans le cas de violences sexuelles comme le still thing ou même de viol. D'ailleurs, dans plus de 2 cas sur 3, les personnes qui ont recours à l'IVG sont sous contraception. On aimerait se dire que oui, malheureusement ce n'est pas aussi simple. Pour rappel, en France, le droit à l'IVG est garanti depuis le 17 janvier 1975 grâce à la loi Veil. Cette loi permet entre autres d'avoir accès à l'IVG gratuitement, anonymement et dans les meilleures conditions. Depuis, la loi a été renforcée à plusieurs reprises pour assurer un meilleur accès à l'IVG, notamment avec un rallongement des délais. Mais depuis plusieurs années, on a vu certains pays retirer ou restreindre ce droit. On peut parler des États-Unis et l'annulation de l'arrêt fédéral Roe vs Wade de 1973 qui assurait le droit d'avorter sur tout le territoire. Maintenant, chaque État est libre d'accorder ou non ce droit à ses habitants-habitantes et 14 États l'ont déjà révoqué. En Europe, on peut parler de la Pologne qui n'autorise l'IVG que sous 3 conditions: si la vie de la mère est en danger ou si la grossesse résulte d'un viol ou d'un acte incestueux. Pour éviter un possible retour en arrière, le gouvernement français a annoncé la volonté d'inscrire dans la Constitution le droit à avoir recours à une IVG. Reste à attendre si ce droit sera ajouté ou non.